Alors je suis Adrien Aulas, je suis avocat au barreau de Paris, avocat associé au sein du cabinet Lighton, alors, qui est un cabinet d'avocats parisien avec désormais une présence bordelaise. Et avec mon associé, donc, nous avons tous les deux très tôt choisi de nous orienter en matière de droit du numérique. On est passé par différents cabinets, grands cabinets internationaux, et on avait en tête, comme c'est un domaine, on a la chance de travailler avec des gens jeunes et qui recherchent des avocats aussi jeunes et innovants, on avait en tête de créer ce cabinet assez rapidement, et c'est ce qu'on a fait. On est également auteurs tous les deux et cofondateurs d'un média qui s'appelle Aeon, sur lequel on partage une newsletter et des articles en matière de droit du numérique avec nos pairs, essentiellement des juristes et d'autres avocats en la matière. L'idée, et pour ça que c'est peut-être intéressant aussi d'en parler dans un média à destination des étudiantes et des étudiants comme ça, c'est que nous, c'était quelque chose qu'on a voulu créer parce qu'on échangeait beaucoup entre nous sur ces sujets qui appellent de fait beaucoup de réflexions, non pas seulement juridiques, mais philosophiques, sociétales, économiques, politiques. Et on s'est dit à un moment donné que ces réflexions, ce serait bien tout simplement d'essayer de les mettre par écrit et de les partager avec à un moment donné le secteur à la porte duquel on s'apprêtait à taper, à savoir des cabinets d'avocats, puisqu'on cherchait nos stages finaux en fait et nos premières collaborations. Donc l'idée première, c'était de parler à ce secteur pour nous légitimer, pour nous donner du crédit. Et puis après, ça a continué. Et puis la newsletter aujourd'hui est lue par, une fois, différentes directions juridiques, des cabinets d'avocats. Et puis on parle comme ça. Et puis on rencontre aussi régulièrement des gens qui réfléchissent au même sujet que nous à travers ces publications. Mais c'était initialement un outil, il faut bien le dire, qui avait vocation à nous crédibiliser auprès du marché. Parce que ce sujet, en fait, c'est un sujet qui a été beaucoup traité, le droit à l'oubli évidemment, parce que ça fait quand même quelques années que c'est acté qu'il existe, jurisprudentiellement, puis dans le RGPD. Donc, en fait, j'ai tendance à penser que tout ce qu'il y a d'intéressant du point de vue de la technique juridique à dire dessus a été dit, et même point de vue plus philosophique, je veux dire, la question, comme je l'indiquais, de l'hypermnésie du web qui a tendance à tout enregistrer, comment le droit à l'oubli répond à ça, c'est des choses qui ont été dites et redites. En revanche, si on l'aborde sous l'angle plus général de la modération des contenus et si on le comprend dans l'ensemble plus général de comment on fait retirer un contenu du web, là on tombe nécessairement dans ce que j'expliquais, à savoir ces questions de justice déléguée, voire justice privée, puisqu'en fait faire retirer un compte sur web, que ce soit sur le fondement du droit à l'oubli stricto sensu ou sur le fondement des obligations qui pèsent sur les hébergeurs en matière de retrait de contenu illicite, ce sont des réglementations de type compliance, donc qui font d'abord peser les décisions en matière de retrait de contenu sur les acteurs concernés au terme d'un calcul de risque dont ils vont être responsables ou non selon que la personne va le contester, mais qui du coup a pour conséquence de générer des formes de justice privée, puisqu'en fait on va arbitrer entre des intérêts contraires au sein d'une structure qui est finalement une structure commerciale, en tout cas une structure privée et non pas un organisme étatique. À mon avis, oui, parce que la réglementation a pris une amplitude telle dans son champ d'application que, si vous voulez, toute organisation quelle qu'elle soit a en moyenne sous son contrôle, donc sous sa responsabilité, entre 10 et 30 traitements de données à caractère personnel différents, puisqu'on les définit par leur finalité concrètement. Donc entre la gestion du RH, la gestion de ses utilisateurs, la gestion pour une plateforme du coup de réseau social, la gestion de ses utilisateurs et de leur contenu, ça va être une tâche quasi pharaonique qui fait que si on doit rechercher une validation préalable avant la mise en œuvre du traitement pour chaque traitement par une autorité de contrôle, en fait l'économie s'arrête. À partir du moment où on a fait le choix d'une réglementation aussi extensive en termes de champ d'application qui s'applique à tous les acteurs, des plus petits aux plus grands, et qui s'applique à tous les domaines de leur activité, y compris commerciaux, internes, gestion, etc., on ne peut pas fonctionner autrement que sur ce mode de la compliance avec une vérification ponctuelle ex post. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Si on voulait revenir à des logiques de validation préalable, il faudrait que ça porte que sur... il faudrait repenser en fait complètement la réglementation pour qu'elle ne porte que sur des choses qui peuvent décemment être gérées par une entité comme la CNIL qui n'a que actuellement, je ne sais pas, entre 100 et 200 agents, pas plus, pour contrôler toute l'activité du pays. Alors,
partir du moment où de toute façon la discrimination, enfin celle que vous décrivez à ma connaissance, ne pourrait pas faire l'objet d'une sanction par exemple pénale ou juridique, c'est-à-dire que ça relève in fine à partir du moment où le fait de traiter différemment les photos, ça relève à mon sens quand même de leur libre entreprise et leur droit de propriété. C'est pas quelque chose en tout cas qui pourrait faire l'objet d'une sanction dure. Et de fait, c'est pas la voie qui est envisagée. Alors c'est pris en compte, c'est-à-dire que dans le Digital Services Act, à l'état de projet actuellement, c'est pris en compte. Vraisemblablement, ce que vous décrivez, ça rentrerait dans les obligations qui pèsent sur ce que le DSA, le Digital Services Act, appelle les très grandes plateformes, de faire une analyse de risque systémique qui là va un peu plus loin que la simple question des contenus illicites, puisque la plateforme, de par son poids systémique, doit démontrer qu'elle a bien pris en compte son impact sur le discours public en général, et donc on fait rentrer dans ça, par exemple, les questions de discrimination de genre, la manière dont elles sont reflétées, accentuées ou non, parce qu'on sait que les plateformes sont des caisses de résonance de tout ça. Et donc de faire une analyse de risque systémique et de montrer quelles mesures la plateforme a prises pour répondre à de potentielles difficultés, de potentielles problématiques qu'elle a identifiées au terme de cette analyse de risque. Alors, je dis cela en ayant parfaitement conscience que c'est pas, ça reste très flou. Il n'y a pas beaucoup de mordant à ces règles parce que le moment venu, qu'est-ce qui fait que l'analyse de risque sera jugée comme ayant produit des résultats négatifs ou positifs, c'est pas très évident, surtout sur les sujets comme ça de discrimination qui sont un peu difficiles à appréhender juridiquement, mais on va vers ça, c'est-à-dire qu'en tout cas le problème est identifié. Après la réponse pour le moment elle est très soft, il n'y a pas de responsabilisation forte là-dessus, mais le problème est identifié, ce poids systémique qu'ont les plateformes dans la représentation des minorités par exemple, c'est complètement su et pris en compte par le législateur. Alors c'est une question intéressante qui est de toute façon évacuée par principe dans la réglementation puisqu'elle ne s'applique qu'aux personnes physiques. Les personnes morales n'ont pas de droits, mis à part les droits de propriété intellectuelle et leur succédané comme le non commercial, ce genre de choses qui après vont faire l'objet d'actions, mais vraiment sur le fondement du droit des affaires. Les personnes morales n'ont pas effectivement de droits sur leurs données à caractère personnel, aussi bizarre que de toute façon ça puisse paraître à dire. Est-ce qu'il y aurait matière à en créer un ? Je ne pense pas forcément que ce soit opportun. Je ne suis pas sûr de voir l'enjeu qu'il y aurait pour une personne morale à avoir ce type de protection que de toute façon elle a pour ses intérêts commerciaux à travers la propriété intellectuelle et les règles de concurrence en fait. C'est une question intéressante, je vous avoue que je ne me la suis jamais posée, donc je vais essayer d'y répondre avec tout ce que ça implique d'improvisation. J'ai tendance à penser qu'il faut distinguer le traitement des données des personnes en question par les autorités policières et la presse. Et le traitement par les autorités policières, il n'appelle pas de question. Je veux dire, dans un contexte comme aujourd'hui, la Cour de justice européenne a encore admis que pour des raisons, dans un contexte terroriste comme on le connaît actuellement, c'est normal qu'il y ait ce type de dérogation et une compréhension un peu large de ce que les autorités de police peuvent faire. Après, que ça filtre dans la presse et que le nom des personnes soit connu par leurs voisins, j'ai tendance à penser peut-être que si le traitement des autorités policières a atteint sa finalité, à savoir que les personnes ont pu être correctement surveillées, voire interpellées le moment venu, pas forcément vocation à ce que les voisins soient au courant d'eux. Après, c'est bien aussi que c'est peut-être précisément parce que les autorités policières ne peuvent pas tout surveiller et tout prévenir à tout moment que il peut y avoir un intérêt du public à savoir que dans leur environnement immédiat, il y a, vous donnez l'exemple de personnes liées au djihad, ça pourrait être des prédateurs sexuels aussi. Ça, c'est, là où j'ai pas de toute façon de réponse définitive qui vaille, c'est que c'est une mise en balance au cas par cas, c'est-à-dire que à un moment donné, quelle est la date des faits, quelle est la présomption factuelle que ça puisse se réitérer, est-ce que la personne a donné des preuves qu'elle n'était plus dangereuse, quel est le cercle dont on parle en termes de presse, est-ce que c'est une presse locale, nationale, la temporalité, c'est des mises en balance qui se font au cas par cas, à mon sens. C'est une manière de botter en touche, je l'ai dit complètement.